En introduction de cette première partie de journée, vous savez que la journée est organisée dans deux parties. Une première partie du matinée avec une table ronde qu'on va essayer de rendre la plus ronde possible, même si elle a un peu une forme de brochette, euh, qui va plus spécifiquement peut-être traiter des aspects liés à la mise en œuvre notamment des problématiques autour de l'identité pratique, France Connect, ce genre de sujet. Et puis une deuxième partie l'après-midi qui sera animée par Florence, qui est plus axée autour de la notion de confiance et la notion de citoyenneté, et comment la notion de citoyenneté se vit à travers la confiance. Alors je me présente peut-être brièvement, mon nom est Laurent Charéron, je développe une expertise autour de ces problématiques de confiance numérique et d'identité qui me semblent assez importantes parce qu'elles combinent à la fois des notions extrêmement techniques qu'il faut quand même comprendre, et c'est peut-être un peu le sens de mon introduction ce matin, et puis des notions de citoyenneté, et d'essayer de faire le pont entre ces deux éléments qui me semblent particulièrement importants pour l'évolution de nos sociétés et de notre démocratie. Donc je voudrais prendre 10 minutes peut-être pour simplement repositionner un petit peu comment tout ça marche finalement, c'est quoi les concepts et c'est quoi les problèmes qui se posent autour de cette problématique de l'identité numérique, sachant qu'il y a un cadre juridique aussi important, puisqu'on est vraiment dans un domaine extrêmement régulé, et que mon collègue Firas du cabinet ITANU pourra adresser dans la deuxième partie de cette petite introduction à la table ronde qu'on va essayer de rendre la plus interactive possible. Alors, ce qui est compliqué avec ces problématiques d'identité numérique, c'est qu'en fait, on mélange un peu les sujets. Il y a deux gros sujets finalement autour dans ce concept, et les techniciens ici me pardonneront si je fais de la vulgarisation abusive, mais il y a d'un côté une problématique qui est celle de l'authentification. Qu'est-ce qui me prouve que la personne qui se connecte à mon site, par exemple, ou bien qui demande telle procédure, est bien la personne qui le fait sur Internet? Et puis les problématiques qui sont liées à l'autorisation. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est authentifiée, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire en fonction de son profil, en fonction de ce qu'elle a montré de son identité, etc. etc. Les contextes vont être extrêmement différents, suivant qu'on est dans un contexte assez cadré, qui est celui de l'organisation, que ce soit une organisation publique ou privée, de l'employé à qui on définit un rôle, on définit des droits, etc. etc. Ou si on est dans une relation qui est une relation de type client. Quand je dis client, c'est aussi bien client privé que citoyen, où là, on est dans un domaine où, à la limite, les choses s'inversent, et j'en parlerai un petit peu. Alors, l'authentification, c'est bien sûr un peu le cœur de la problématique de l'identité numérique, c'est-à-dire que, surtout dans un monde qui est le vôtre, hein, qui est très, très influencé par la problématique de l'identité régalienne, l'identité, c'est la carte d'identité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est l'État qui, d'une certaine manière, est le possesseur de mon identité, puisque c'est lui qui me donne la carte d'identité. L'État ou une administration quelconque. Là encore, on peut voir les choses de deux manières. C'est-à-dire qu'on peut s'authentifier de manière positive, c'est-à-dire en montrant sa carte d'identité. Je suis arrêté à un contrôle routier, je montre mon permis de conduire. Et donc, là, ce qu'on a mis en œuvre pour me donner cette pièce d'identité, qui est un processus, est extrêmement cadré, doit être extrêmement bien spécifié, puisque c'est une des fonctions régaliennes de l'État, ou une identité qui est une identité passive, c'est-à-dire qu'on va construire finalement des indices, on va rassembler le maximum d'indices sur moi pour arriver à définir quelle est mon identité. Et là, on est plus proche de ce qu'on appelle l'identification, c'est-à-dire que si je sais que monsieur ou madame machin habite à tel endroit, enfin, finalement, en croisant le maximum d'indices, on va être capable de savoir à 99% qui je sais. Et là, vous voyez tout de suite les problématiques qui se posent en termes de protection de la vie privée et des données personnelles, puisqu'on sait maintenant qu'en moins de 4 transactions de votre carte bleue, on a une bonne chance de savoir qui vous êtes. Donc, si vous voulez, la problématique de l'Internet, entre guillemets, toute cette machinerie qui est derrière, c'est de faire en sorte que les processus puissent se dérouler de manière tellement plus rapide et à une échelle telle qu'on est capable de vous dire qui vous êtes et si vous allez divorcer avant même que vous en soyez conscient, quoi. Et c'est un peu ce que les banques, ce genre de gens, essaient de faire en ce moment. Et donc là, c'est tout ce qui est le big data, ce genre de choses. Donc, si vous voulez, on a d'un côté une problématique qui est celle d'une identité prouvée dans un cadre normé, qui est celle du droit
et qui est tout à fait importante, hein, parce que c'est l'identité régalienne, mais ça ne couvre qu'une partie du problème. Or, vous, collectivité, la relation que vous avez avec vos agents ou avec vos citoyens, ce n'est pas qu'une identité régalienne, c'est une identité qui va bien au-delà. Un agent, c'est un employé, il a une vie, voilà. Et un citoyen, sa vie, elle n'est pas que de montrer, que de prouver son identité régalienne. Et donc, la problématique, ça va être de faire vivre ça sur le plan quotidien en respectant ce qui est fondamental, c'est-à-dire les données personnelles et les données d'identité qu'on est amené dont on est amené à conserver les données pendant des durées qui peuvent être parfois extrêmement longues. Donc toutes ces données, tous ces éléments se mélangent un peu, et c'est ça qui est difficile dans le thème de l'identité numérique, c'est d'arriver à quand même séparer les différentes problématiques pour être capable de les traiter de manière opérationnelle. L'autre chose, c'est qu'entre ces deux problématiques d'identité, vous voyez, l'identité extrêmement structurée régalienne et puis l'identité qu'on fait vivre, hein, l'identification, c'est pas l'un ou l'autre, c'est-à-dire que c'est une gradation d'éléments, et pour une même procédure, par exemple, je sais pas, une demande d'asile ou une chose comme ça, on va être amené à demander, un officier local va être demandé à amener des pièces justificatives qui sont des pièces du domaine de l'identité régalienne, et puis des pièces de justification d'identité, de domicile, etc., ou de caution, qui sont des pièces qui sont beaucoup moins définissables. Et donc, est lié à ça, pour faire vivre cette problématique d'identité aussi, cette notion de ce qu'on appelle les niveaux d'agrément, c'est-à-dire un petit peu comme les plans Vigipirate, on en a échangé 2 minutes avec Philippe, que vous rencontrerez plus tard sur une table ronde, c'est de dire, ben voilà, en fonction de telle demande, en fonction de tel contexte, de quelles preuves d'identité ou de quels éléments, ce qu'on appelle des attributs d'identité, je vais avoir besoin pour pouvoir remplir ma mission et délivrer ma mission de service public vis-à-vis de cette personne. Se pose aussi la notion, bien évidemment, de la responsabilité des données personnelles, j'en ai parlé, c'est-à-dire que lorsque l'État me délivre mon identité et ma carte d'identité, d'une certaine manière, c'est lui qui est l'assureur en dernier recours de mon identité. C'est-à-dire que s'il y a une usurpation d'identité, finalement, je peux arguer de ça pour en défendre. J'ai un cadre juridique qui me permet de me défendre, même si c'est parfois compliqué. Lorsqu'on parle de gens qui accumulent vos données personnelles et d'indices qu'on va accumuler pour définir votre identité, c'est beaucoup plus compliqué parce que ces données sont complètement réparties partout. Et donc là, on a une véritable problématique qui est celle de la maîtrise des données par le citoyen lui-même ou par le consommateur lui-même. Et vous voyez bien qu'on est dans une inversion totale de ce qui se passe actuellement, où le principe, c'est plutôt que toutes vos données ne vous appartiennent pas, et puis si vous voulez les conserver, vous dites non, je ne suis pas d'accord, alors que la réalité, le principe de réalité réelle devrait être d'inverser les choses, c'est-à-dire tout ce que je n'ai pas autorisé, moi, en tant qu'internaute ou citoyen, vous n'avez pas le droit de l'avoir. Et donc là, certainement, l'État et la puissance publique a un rôle de lobbying à faire au niveau international pour faire évoluer la réglementation internationale ou le droit international pour mettre cette identité de la personne au centre des préoccupations. Alors techniquement, comment est-ce que tout ça marche ? Si vous voulez, finalement, ce qui porte votre identité dans le monde virtuel, c'est une clé. Une clé, c'est quoi? C'est une séquence de caractères plus ou moins longue. Et puis, quand on vous la donne dans un contexte bien balisé, où vous devez aller regarder, vous rendre au commissariat, et puis le gars vous regarde dans le blanc de l'œil et vous dit « Oui, c'est bien vous m'avez montré telle pièce, je vous donne votre passeport, puis vous le recevez 15 jours plus tard. » Si vous voulez, ces éléments de cette clé est relativement sécurisée. Elle vous est donnée dans des conditions bien balisées. C'est tout le sens d'ailleurs de la régulation européenne d'arriver à définir ce cadre-là. Maintenant, cette clé, une fois que vous l'avez, elle devient vous dans le monde virtuel. C'est-à-dire que si quelqu'un vous la pique, excusez-moi du terme, c'est un vrai problème parce que cette personne devient vous. Donc du coup, on va essayer de la protéger le maximum. La manière dont on a trouvé classiquement en France, notamment de la protéger, c'était de la mettre dans une carte à puce, dans un dispositif physique très sécurisé. Votre clé, ce qui porte votre identité dans ce dispositif physique, est pratiquement inviolable. Le seul problème, c'est que
il n'y a pas une seule clé pour tout. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous balader de plus en plus avec 25 clés, avec un porte-clés tellement énorme que votre poche n'est plus capable de la tenir. Et puis, d'autre part, vous passez votre vie à oublier vos clés, etc. Donc on se rend compte que les modes d'usage de l'Internet rendent ces dispositifs de moins en moins valides et de plus en plus difficiles à utiliser. Or, pour que l'identité et que ces services vivent, il faut que tout ça soit totalement fluide du point de vue de l'expérience utilisateur. Et donc les débats en ce moment, c'est de dire comment est-ce qu'on peut arriver à trouver des solutions technologiques qui soient élégantes du point de vue des utilisateurs pour que les gens puissent s'authentifier de manière tout à fait naturelle lors de leur parcours. Et ça, c'est pas seulement dans le monde public, c'est dans le monde privé, en utilisant leur téléphone portable, en utilisant, quels que soient les contextes finalement de l'utilisation, d'avoir un moyen de s'authentifier qui soit un moyen tout à fait simple, naturel, et qui puisse s'appuyer sur des dispositifs de délivrance qui soient appropriés. Et puis l'autre aspect qui est aussi très important, c'est que pour que ce soit facile à utiliser, il faut qu'il y ait des services qui s'en servent. Et là, c'est toute la problématique, j'allais dire, de facilité de mise en œuvre. C'est-à-dire que c'est bien beau de penser à des dispositifs super sophistiqués de vérification d'identité, etc. Mais si on n'a pas mis tout l'emballage, toute l'industrialisation autour de ça, pour que voilà, les gens qui doivent dématérialiser des procédures puissent assez facilement cliquer sur dans les bonnes cases pour pouvoir paramétrer la dématérialisation de leurs procédures, en sachant que s'ils demandent telle pièce, ça correspond à tel niveau telle procédure va nécessiter la présentation de telle pièce, de savoir où je peux l'obtenir d'un point de vue informatique. Toute cette industrialisation de l'environnement d'identité est quelque chose d'absolument essentiel, et je pense que c'est un des éléments du débat qu'on pourrait avoir aujourd'hui autour de France Connect, qui se présente comme étant une mécanique de simplification de la gestion de l'identité pour les citoyens et pour les agents et pour les administrations, mais qui doit aussi s'accompagner de tous ces outils de mise en œuvre. Autre chose importante, et je pense que c'était évident dans ce que j'ai dit, c'est que le principal intérêt finalement d'avoir une clé qui soit une clé qu'on embarque un peu partout, c'est aussi qu'elle permette d'ouvrir toutes les serrures. C'est-à-dire que d'avoir une seule clé pour pouvoir accéder à tous les services, c'est ce qu'on appelle en anglais le single sign-on, c'est la principale valeur pour les utilisateurs de l'identité numérique d'une certaine manière, c'est-à-dire déjà de se simplifier la vie. On le voit bien dans le monde professionnel ou dans le monde personnel, où on en a absolument ras-le-bol d'avoir 25 000 mots de passe qu'on oublie, et résultat, on fait comme TV5 et on les met sur les écrans. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et donc, la promesse du point de vue de l'utilisateur de ces systèmes-là, c'est d'offrir un seul mot de passe pour tous les services, et donc d'introduire une logique horizontale qui casse complètement tous les silos. Et c'est là qu'on voit bien que ces dispositifs techniques ont un impact important sur les organisations. C'est-à-dire que dans des mondes qui sont quand même assez silotés et compartimentés, notamment le monde administratif et le monde du territoire, où il y a énormément de métiers qui chacun ont une cohérence, finalement le citoyen, lui, il trace un trait horizontal à travers tous ces silos. Et l'identité numérique va permettre de faire vivre ce trait horizontal. Pas que ça, mais de le faire vivre. Par contre, ça pose toute une série de problèmes organisationnels derrière. J'étais un peu long sur l'authentification, je vais peut-être accélérer un petit peu sur la partie de l'autorisation. Donc je disais, il y a l'authentification et l'autorisation. L'autorisation, lorsqu'on est dans une organisation bien cadrée, elle est rigide, donc c'est d'arriver à faire vivre des règles qui soient des règles qui permettent de savoir à quel droit, quelle est l'habilitation de la personne en fonction de son identité. Ça va à peu près. Comme je le disais, lorsqu'on est dans un monde citoyen, c'est l'inverse. C'est-à-dire que finalement, lorsque vous êtes le client ou le citoyen d'un service, la proposition s'inverse. C'est-à-dire que c'est à vous de donner l'autorisation aux services, aux différents services avec lesquels vous interagissez, d'utiliser vos données. Et là, vous voyez qu'on renverse complètement la vapeur, et c'est tout le sens des discussions qui sont en train de se faire, pas seulement dans le monde administratif, sur le contrôle et la construction de la protection des données personnelles dès la conception même des systèmes. Mais c'est une logique complètement différente de celle que le vide laissé par le développement de l'Internet a permis.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que même pour des gens comme Google, Facebook, etc., ils réalisent que la véritable valeur, y compris boursière, est liée à la relation de confiance qu'ils peuvent avoir avec leurs utilisateurs. Et cette notion de confiance, elle se loge essentiellement dans la confiance que nous, on peut leur faire de protéger nos données personnelles. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de conjonction un peu des intérêts qui fait que même la partie privée a intérêt à protéger aussi les données personnelles des utilisateurs. Alors, il ne faut pas faire de l'angélisme. Vous avez aussi plein de gens, sociétés d'assurance ou autres, qui seraient tout à fait intéressés à croiser vos données de santé complètement à votre insu pour, d'un seul coup, faire monter votre police d'assurance, sans que vous vous en rendiez compte. Donc, si vous voulez, tout ça doit être balancé, et notamment par une régulation et par une discussion internationale sur ces aspects-là. Les systèmes de fédération d'identité dont on parle combinent ces deux aspects-là. La fédération d'identité, c'est quoi? C'est la capacité à offrir une plateforme qui va aller, si vous voulez, un peu une sorte de super centrale téléphonique qui va vous permettre d'avoir une seule entrée dans le système et qui va, lui, vous proposer d'aller chercher pour vous les différents éléments qui constituent votre identité. C'est ce qu'un système comme France Connect permet de faire. Il y en a d'autres. Lorsque vous utilisez Facebook ou Google et que vous voulez vous identifier à un site et que vous dites bah, écoutez, authentifiez-moi à travers Facebook, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, sauf que Facebook, vous ne savez pas ni où sont vos données, ce qui fait quelle est la légitimité de Facebook à part la confiance que vous lui faites. Ça va bien pour un certain type d'interaction, mais pas pour d'autres. Alors les systèmes de fédération d'identité, si vous voulez, la meilleure image que j'ai trouvée encore, c'était, peut-être parce que je suis intéressé par ça, c'est une métaphore jardinière. C'est-à-dire vous allez dans une jardinerie, vous voulez acheter un système d'arrosage, bah, si vous voulez, les choses sont relativement normalisées maintenant. C'est-à-dire que vous avez 2 ou 3 fournisseurs qui ont des prises qui sont toujours les mêmes, et puis des ensembles qui se connectent entre eux et qui font que ça va marcher tout ça. France Connect, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un super système de tuyaux d'arrosage sur l'identité. Ce n'est pas pour autant que Gardenia ou autre, pour ne pas les citer, vous explique comment est-ce que vous devez, organiser ça dans votre jardin, quelle est la meilleure manière de mettre en œuvre ce système. Par contre, ce que Gardenia doit faire, c'est vous expliquer de manière tout à fait claire comment est-ce que ça marche et que le mode d'emploi soit bien fichu, et non pas vous balancer le truc en vous disant maintenant débrouille-toi. Donc il y a un côté d'industrialisation qui est important aussi à mettre en œuvre. Et finalement, pour conclure, cette dimension est vraiment cruciale, je pense, sur le plan territorial. C'est bien l'intérêt. Moi, je suis ravi de voir qu'on est aussi nombreux aujourd'hui pour en discuter. J'espère qu'on va vraiment pouvoir en discuter. Parce que la relation de confiance est essentielle avec les citoyens, et elle s'appuie, et c'est elle qui crée la légitimité de l'institution. Et cette relation de confiance, dans un monde qui a tendance à être de plus en plus désintermédié, si vous voulez, elle se noue vraiment par la proximité. C'est ce dont parlait Florence. C'est le niveau le plus légitime, c'est le niveau local. Parce que je connais l'agent qui est en face de moi, c'est là que je fais vivre ma citoyenneté au quotidien. Et je ne la fais pas que vivre à travers des actes régaliens, je la fais vivre à travers plein d'autres actes. Donc ce qui va être important, c'est de pouvoir avoir un portail, un fournisseur de services qui est ma commune, ma mairie, qui va permettre de me simplifier la vie, qui va le faire dans des conditions qui sont d'égalité, de neutralité, de continuité, qui sont les conditions clés du secteur du service public et qui sont les éléments structurants de cette confiance. Et surtout, dans lequel je suis totalement garanti que les données personnelles que je lui ai concédées ou qu'il a sur moi vont être sanctuarisées, d'une certaine manière. D'où l'opérateur, je pense, des rôles importants comme d'opérateur de données publiques ou de choses comme ça, qui sont des nouveaux métiers qui vont apparaître. Donc, ces technologies vont être vraiment une opportunité, je pense, de renforcer le lien de confiance et de renforcer le lien de confiance au niveau le plus proche des citoyens et des agents aussi, parce que les agents sont aussi des citoyens et des relais naturels par rapport à ces problématiques-là. Donc voilà, quelques mots que je voulais partager avec vous en introduction. J'espère pas avoir
plus rendu le sujet complexe qu'il ne l'est déjà et avoir un peu clarifié un peu les choses. Je voudrais quand même qu'on puisse, avec Firas, prendre 2 minutes pour vraiment parler du cadre juridique, et parce qu'il y a une actualité juridique qui est en train de se dérouler et qui est importante dans la mise en œuvre de ces éléments d'identité numérique liés à des directives européennes et liés à notamment des notions de vie privée. Mais auparavant, je crois qu'on a 2 minutes d'intervention de la part d'Olivier Eternu qui parle de ces sujets-là. Merci.